sociétés ont un comité RSE au sein de leur conseil ou s'appuient sur un comité opérationnel, mais ce que l'on constate, c'est qu'en fait, il manque des compétences. Alors, Minata, qu'est-ce qu'il en est en Belgique? Et est-ce que, aussi en tant qu'administratrice, est-ce que tu as un retour d'expérience à partager avec nous? Alors, en Belgique, on est loin d'atteindre ces pourcentages, puisque nous avons 6,5% des sociétés cotées qui disposent soit d'un comité spécialisé RSE en son sein, soit d'un comité RSE exécutif. Donc, le chemin est encore long. Mais ce constat est aussi la conséquence du fait que beaucoup de sociétés estiment que cette compétence et ce thème est si important qu'il ne peut pas être que le seul fait d'un comité. Et donc, ce n'est pas une volonté de ne pas inclure évidemment cette thématique, mais c'est une posture qui a été prise par beaucoup d'entreprises se disant que c'est une matière qui doit rester d'une compétence générale du conseil d'administration et qu'il ne peut pas en commissionner ce thème parce qu'il serait trop scientifique, etc. Ce n'est pas évident, puisqu'à côté de cela, faut-il encore avoir des administrateurs qui savent aussi de quoi ils parlent et qu'ils aient conscience de cela. Donc ce qu'on voit pour l'instant, et j'en ai fait partie récemment, et dernièrement, c'est que beaucoup d'administrateurs se forment dans des parcours spécifiques sur les thèmes du climat et autres, avec une certification pour pouvoir dire et déclarer dans un rapport annuel de manière véritable qu'on a des compétences qui nous permettent de vraiment challenger, comprendre ce que nous disent les exécutifs sur ces thématiques. Et il est vrai, pour l'avoir vécu, que même si on se dit qu'on comprend, qu'on suit, qu'on lit, une fois qu'on fait ce parcours, beaucoup d'humilité, on se rend compte qu'on n'en est qu'au début et qu'on commence à comprendre l'urgence de certaines thématiques et leur criticité. Et ça ouvre réellement à la fois les yeux sur ce qui arrive, mais surtout ça nous donne les clés techniques pour mener à bien cette mission qui est si importante. Alors la Suisse est bien meilleure que la Belgique. Il y a 55% des entreprises du SMI qui ont un comité qui parle de RSE, pas un comité dédié. Il y en a 35% qui ont un comité dédié. Donc c'est des sociétés cotées, encore une fois, comme c'est 20 sociétés, c'est pas non plus, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Ce sont des chiffres, encore une fois, de Ethics and Board. Mais là aussi, il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. On parle beaucoup d'objectifs de développement durable. Il y a beaucoup d'initiatives d'un point de vue énergétique, évidemment, comme la Suisse est impactée plus que dans d'autres pays. Il y a beaucoup de réflexions sur ce sujet. Alors, bien sûr, on aimerait que ça aille plus vite, mais là aussi, c'est un sujet beaucoup plus technique que pensent beaucoup de personnes, et donc il faut monter en compétences. Donc en fait, si je fallait résumer ce point, je dirais que la formation, il faut former les administrateurs, il faut que les administrateurs se forment, et puis il faut aussi faire en sorte que le conseil d'administration ne soit pas prisonnier de l'exécutif sur ces questions de RSE qui sont de vrais enjeux. Alors, on va accélérer un petit peu. C'est un sujet passionnant, je crois qu'on pourrait rester des heures ensemble. Je pense qu'il y a plus important d'être que présentation. La gouvernance, c'est pas pour les sociétés cotées, la gouvernance, c'est aussi pour les ETI et les PME. Quand on sait qu'en France, le tissu économique est très important, on a à peu près 95% de sociétés qui sont des PME et des entreprises familiales, et que souvent ces structures ont une gouvernance que moi je qualifie d'informelle, et que la gouvernance dans certaines d'entre elles n'est pas encore au rendez-vous. Alors, qu'en est-il en Belgique? Dans la Belgique, qui est un pays où il y a beaucoup d'entreprises familiales, dans un pays où l'impact de la langue et de la culture joue un rôle important. Et est-ce que tu constates une évolution dans ces entreprises en termes de mise en place de gouvernance, de féminisation, of course? Une particularité, on va parler de cette responsabilité, c'est que même les sociétés cotées belges, en plus grande capitalisation, sont souvent familiales.
Et donc, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de cette particularité propre au tissu local. Et donc, si on arrive aux sociétés non cotées, il existe un code qui a été établi en 2005 pour la première fois, adapté la dernière fois en 2017, et qui recommande, qui fait une série de recommandations aux sociétés petites, aux entrepreneurs, et également aux sociétés familiales. On y trouve des thématiques évidemment tout à fait similaires à celles des grandes sociétés cotées, mais on va insister sur des thèmes comme la collégialité, la question de la succession, le rôle des actionnaires, la mise en place de forums familiaux qui parfois ne sont pas actionnaires directement, mais ont un rôle et sont des parties prenantes importantes, la gestion des conflits, etc. Et donc, depuis ce moment-là, c'est vrai qu'on voit une grande professionnalisation, hein, tu en parlais, mais également au niveau familial, où quelque part les générations en place préparent les générations futures. On voit aussi apparaître de plus en plus d'administrateurs externes à la famille dans ces sociétés-là. Et en termes de féminisation, je dirais que c'est souvent plutôt parce que c'est en termes de succession, c'est l'Afrique qui a repris, qui a plus une affinité avec l'exercice de l'activité de la société. Et on a de très belles expériences en la matière. Mais il y a quand même une prise de conscience qu'effectivement, tous dans la famille ont le droit d'être représentés. Et donc, quelque part, ce qu'on peut constater, cette représentation du monde externe plus largement de société cotée, on va la retrouver dans ces sociétés, mais par rapport à leur actionnariat, quelque part, qui est la famille ou le monde des entreprises, ou des proches, je dirais, qui ont investi. Un autre élément important dans ce code, c'est tout ce qui est private equity. Et donc, quelle est l'importance et quel est l'impact lorsqu'un actionnaire vient accélérer la croissance, mais avec des exigences qui sont propres, tout à fait légitimes, et qui peuvent venir bousculer certaines traditions ou façons de gérer une société. On va continuer, je vais conclure très rapidement. Ce que l'on voit là, c'est que votre rôle, le rôle de l'administrateur des entreprises, que ce soit les entreprises cotées ou non cotées, est important. Donc votre mission future dans ces conseils, elle est welcome. Et puis je vais vous laisser repartir pour finir cette table ronde sur une question qui est une question de succession, la succession des dirigeants. La succession des dirigeants, j'entends aussi la question de la transmission dans les entreprises familiales. Et quand on parle de transmission, on parle de transmission du pouvoir exécutif et du pouvoir non exécutif. Et c'est vraiment un sujet qui devrait être à l'agenda du board. Et c'est là où le rôle de l'administrateur est aussi important. Donc en tout cas, merci Aminata, merci Marie d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour cet échange. On pourrait y passer la journée parce qu'il y a beaucoup d'éléments dès qu'on fait un peu de comparaison, c'est toujours très riche. Alors, une précision, parce que vous n'avez sans doute pas eu le temps d'aller regarder, mais dans votre drive pour la promotion qui va être certifiée, je vous ai mis un certain nombre d'éléments en gouvernance comparée, dont les codes que nous avons évoqués. La directive enfin adoptée, parce qu'on en a parlé, mais elle ne l'était pas encore, qui a été adoptée ces jours-ci, sur les quotas dans les organisations et les CODIR au niveau européen, qui va, vous l'avez compris parce qu'on a plutôt travaillé sur l'Europe occidentale, on va dire, qui va plutôt aller tacler la question sur les pays d'Europe centrale qui sont quand même très en retard. Donc les directives, ça sert toujours à de minimum, donc la France, on est plus concerné, pour une fois un peu cocorico, mais ça permet d'aller monter le sujet, la problématique ailleurs. Alors, vous l'aurez remarqué, là encore, on est sur une private joke, donc je vais la partager avec le côté droit de ma salle. J'ai failli vous faire le coup d'une autre slide. C'est une private joke que je partage depuis quelques jours. Je suis en train de me demander si on a toujours besoin de slides pour partager, en fait. Voilà, j'ai pris un engagement que je ne tiendrai peut-être pas, qu'à partir de mars, quand je reprends mes cours à l'ESSEC chez les plus jeunes, je vais tenter des cours sans slide, parce qu'après tout, on avait des cours sans slide, et peut-être que
simplement, voilà, regarder la personne, échanger, être plutôt attentif à ce qui est dit. C'est peut-être pas mal. Alors, on a fait ce qu'il faut pour vous éviter le coup sans vous préparer, parce que l'acte 2, c'est la présentation de leurs travaux et qu'elles ont beaucoup travaillé sur les présentations et leur présentation orale. Mais c'est vrai que la plaisanterie aurait pu être un petit peu acide. Pour le coup, je l'ai fait à Anne, qui m'avait préparé, puisque c'est à un deuxième degré de la joke. Il y a des slides qui ont disparu dans la presse, ce qui m'a amené à les faire un peu qui peut. C'est vrai que du coup, je vous ai laissé. Voilà, vous avez laissé là, c'était très bien, mais voilà. Ce à quoi je réfléchis, parce que quand on a une difficulté, il faut toujours rebondir. C'est que comme il y a une présentation relativement riche, on enverra tout simplement aux personnes qui se sont inscrites, ce qui permet de rester focus sur ce qui est dit, et puis d'aller creuser plus tard lorsque vous aurez le temps. Je rappelle aussi que les 3 actes sont filmés, et que quand vous aurez la disposition des versions les films pour que vous puissiez garder ce contenu. Du coup, je passe à l'acte 2, simplement pour présenter très rapidement. Cette année, les travaux de certification qui font l'objet de présentation, je les ai organisés un peu différemment. En juillet, j'ai choisi 2 sujets qui me semblaient être des sujets à la fois d'actualité et de prospective, parce que les règles de droit sont posées, mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on les fait évoluer, comment elles sont appliquées, comment elles sont délivrées. Et parfois, ça prend des années, notamment lorsque les lois changent quelque chose de sociétal ou de culturel. On parlait des lois quotas. En tant que chercheur, j'ai remarqué que sur tous les sujets que je travaillais, quand une directive européenne était intervenue, ou une loi, il fallait à peu près 10 ans d'implémentation dans la culture, dans la politique, dans la société. On a donc choisi 2 sujets qui sont intrinsèquement liés, ce qui veut dire qu'on en a ôté d'autres, et ça sera pour la promo 15. Je vous rassure, j'en ai beaucoup en magasin. La question du partage de la valeur. Alors pourquoi? Parce que c'est un sujet essentiel dans les entreprises, essentiellement les entreprises cotées. C'est un sujet qui avait une actualité particulière, on va dire, depuis 3 ans, parce qu'il y a eu l'incident Covid avec le questionnement, l'interpellation, parfois les récriminations sur dividende, pas dividende, baisse de rémunération. Après, on est revenu à une situation dite normale. Qu'est-ce que la normale? Je ne sais pas. Et puis la crise en Ukraine qui a de nouveau déstabilisé à un autre niveau les choses. Une interpellation de la société sur ce qu'est une rémunération acceptable. Certains fonds d'investissement, pas des ultra-logistes, ont utilisé le mot de décence des rémunérations. La loi Pacte a créé de la transparence, donc a permis effectivement de documenter plus facilement ces questions. Donc on a une première équipe qui va travailler, qui a beaucoup travaillé depuis juillet, sur ces questions de partage de la valeur, une fois qu'elle est créée. On n'a pas tout traité, on a choisi la question du dividende, la question évidemment de la rémunération des dirigeants, et puis la question qui monte, et heureusement, en France et en Europe, au niveau de l'Union européenne, et sans doute dans vos pays, ça c'est un sujet que je n'ai pas documenté, qui est l'intéressement des salariés. Et quand on a ces jours-ci, mais je ne l'avais pas prévu parce que je ne suis pas Madame Irma, la boule de cristal, des balances de salaire et ce qu'on a vu, et bien je me dis que c'est quand même un sujet un peu hot. Et le deuxième sujet, qui est là encore un sujet nouveau, pas nouveau d'il y a 6 mois, mais très nouveau dans la gouvernance d'entreprise et la stratégie d'entreprise, c'est ce que la loi Pacte a initié comme dynamique sur, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est que son objet social, qu'est-ce que c'est que son rôle, avec une mini-interpellation qui va devenir vraisemblablement de plus en plus importante, qui est la question de la raison d'être. Comment est-ce qu'on va exprimer ce qu'est l'objet social, ce qu'est la mission d'entreprise,
comment est-ce qu'on va mettre les moyens en face. Et donc le deuxième groupe a choisi l'interpellation sur RSE, raison d'être, et un tout petit bout d'entreprise à mission. Voilà. Alors je vais proposer au groupe qui a travaillé sur le juste partage de la valeur. On a trouvé que le mot juste, voilà, équitable, était assez conforme à, on va dire, à ce qu'on a pu partager. Donc, c'est un groupe assez nombreux, hein, puisqu'on a divisé en deux, mais elles ont décidé de parler à quelques-unes. Alors là, juste, j'essaie de voir si. Donc effectivement, nous allons parler ce soir de quel partage de la valeur, et cette question est vraiment cruciale en ce moment, vu le contexte alarmant que nous connaissons face au changement climatique, face à la crise sanitaire, doublée d'une crise économique avec des pénuries, la guerre en Ukraine avec cette crise géopolitique, et également l'inflation. Il serait de bon ton, il me semble en tout cas, pour les entreprises de provisionner les risques. De provisionner les risques et potentiellement d'investir également sur des secteurs pour rester concurrentiels. Alors c'est tout le contraire de ce que vous avez pu constater. La France est réputée pour être un pays où les dividendes versés sont les plus élevés. Et l'année 2022 n'a pas dérogé à cette règle. En effet, pour le second trimestre 2022, on constate une augmentation de plus de 32,7% des dividendes versés. Ce qui est assez important, et on voit qu'en Europe également, cela représente plus d'un quart des dividendes. Dans les entreprises du CAC 40, sur les 6 groupes du CAC 40, les 5 plus grands groupes, sur les 6 grands groupes du CAC 40, pardon, ceux qui versent en fait le plus de dividendes et ceux qui versent la plus grande rémunération au PDG, on constate que 5 des grands groupes ont supprimé malheureusement des milliers d'emplois. Cependant, ce constat est à nuancer, puisqu'en fait, on constate également que d'autres entreprises ont diminué leurs emplois. Les agences et les fonds incitent fortement les entreprises lors des assemblées générales à voter, en tout cas, sur une vision long terme de l'entreprise. On peut citer notamment Proxinvest, qui est une agence française de conseil en vote lors des AG. ERAF, qui est en fait l'établissement français des retraites additionnelles pour la fonction publique. Ircantec, qui est l'institution de retraite complémentaire pour les agents non titulaires et pour les collectivités publiques. Et la Caisse des dépôts et consignations. Et en fait, ils incitent les entreprises à prendre en compte les intérêts des salariés, l'avenir de l'entreprise, sa pérennité, et d'associer de manière équitable les actionnaires et les salariés dans l'entreprise sur le long terme, avec l'intégration également d'indicateurs extra-financiers. Au-delà du dividende, le partage de la valeur est un vrai enjeu sociétal, et il est important, effectivement, peut-être de repenser les choses avec un partage entre les dirigeants, les actionnaires et les salariés. Je vous laisse la parole à la télé. Merci. Si on aborde le premier axe que l'on va couvrir, qui est la rémunération des dirigeants, on va faire un petit récapitulatif de l'évolution du cadre de cette rémunération. À partir de 2013, le code de gouvernement FEP-MEDEF a commencé à prévoir un vote consultatif sur ce sujet des rémunérations. Suite à, si vous vous rappelez, en 2014-2015, l'affaire Carlos Ghosn, il y avait une discussion des actionnaires sur sa rémunération et qui a fait passer cette rémunération en force. Le gouvernement s'est saisi de ça et a voté la loi Sapin. Et dans la loi Sapin en 2016, a mis en place un vote contraignant. Donc ça, c'était une des premières étapes, enfin une deuxième étape en fait. Mais ce qui a été vu au bout d'un moment de cette loi Sapin 2, c'est que ça avait éliminé certaines rémunérations qu'on pourrait qualifier d'aberrantes, mais ça n'avait pas forcément remis en perspective le niveau de rémunération.
Donc c'est là qu'on revient à la loi Pacte qui a été mise en place en 2019 et qui met en place entre autres un ratio d'équité qui engage les entreprises à communiquer la différence entre le dirigeant et l'ensemble de ses salariés. Ce ratio d'équité a donc été mis en 2019 et c'est ce qui définit ces deux axes, ce qu'on appelle le say on pay, que je viens de mentionner dans l'introduction. Dans les critères qui ont été retenus pour essayer de garantir l'alignement de l'intérêt des dirigeants avec ceux des actionnaires et des salariés, il y a les critères de transparence. Les critères de transparence, il y a la part fixe, variable et des actions gratuites aussi qui sont distribuées dans le cadre de la rémunération des dirigeants. Et l'inclusion des objectifs ESG dans la part du variable. Donc de plus en plus de prise en compte de ces éléments dans la rémunération du dirigeant avec des ratios entre la part fixe et variable qui peuvent être de 25-75% en moyenne. Si on regarde un rapide tour d'horizon du ratio d'équité, on peut voir des exemples très différents, sachant que la moyenne acceptable est autour de 50. On a Bouygues, et on en reparlera, qui a un très bon résultat avec 38 en France et 23 au siège. BNP Paribas qui est en moyenne avec 66 et Stellantis 150. Par rapport à ce say on pay, un des bénéfices a été, donc, avec ces votes d'abord consultatifs et ensuite obligatoires, un moment de fort questionnement en fait, au moment des assemblées générales, et on a vu apparaître plusieurs approches suivant les cas. Donc il y avait d'abord des oppositions. Donc on retrouve Carlos Ghosn en 2016, Sanofi, Stellantis avec cette année un des plus grands exemples avec Carlos Tavares et son package de 66 millions. On a aussi observé, grâce à ces votes, dans le cadre de départ, donc là on a pris deux exemples qui sont Ipsos et Orange, une grande aussi un blocage de ces indemnités de départ. Donc ça va au-delà de la période d'activité du dirigeant, mais ça aussi régule dans le cas de départ. Après, on a cité ici des exemples qui viennent de Fitros, mais ce que ça a aussi permis, c'est beaucoup de questionnements au moment des assemblées générales pour justifier les salaires, les rémunérations et beaucoup plus les expliquer. Donc on revient là sur les critères de transparence. Et il y a beaucoup de questions écrites qui sont fournies. On en a listé quelques-unes, je n'irai pas dans le détail, mais ça a vraiment permis de faire avancer ce sujet qui est quelle répartition de valeur et quelle rémunération pour les dirigeants. Et après la rémunération des dirigeants, se pose la question d'une deuxième partie prenante, que sont les actionnaires, évidemment, et dans quelle mesure le versement des dividendes peut influencer sur l'équité, on va dire, de ce partage de valeur. D'abord, des éléments de contexte. En 2022, on l'a dit, les sociétés du CAC 40 ont augmenté de façon notable leur versement de dividendes à plus 57%. Alors vous pourriez me dire, c'est un juste rattrapage après une année 2021 qui était particulièrement basse. Il n'en demeure pas moins que la valeur absolue est de 80 milliards, ce qui positionne, on l'a dit, on vient de le dire, la France comme le premier pays en Europe, représentant un quart des dividendes versés. Le tout dans un contexte d'abus de rémunération, on vient d'en parler, de crise économique, politique et évidemment sanitaire, mais aussi d'enjeux de baisse de compétitivité et peut-être de pérennité de certaines activités. Du coup, se pose la question du dividende comme levier stratégique pour trois actions. D'abord, une action systémique pour acter en fait une baisse de création de valeur d'une société en difficulté. On verra un exemple. Un deuxième levier plus stratégique pour investir et pérenniser sa compétitivité. On verra également un exemple pour illustrer ce propos. Et le troisième levier, qui est plus de protection et de stratégie à moyen terme, pour des sociétés qui anticipent de façon plus proactive un avenir parfois incertain. Donc, en premier exemple, on a voulu illustrer la baisse de création de valeur avec typiquement la baisse du versement de dividendes de Danone, qui a connu une baisse d'activité dans un contexte, comme vous comprenez, assez difficile, avec des résultats négatifs en 2021 par rapport à l'année précédente, et donc un dividende qui a baissé de 7,6%. Donc c'est tout à fait en parallèle de la baisse d'activité, ça paraît finalement une logique pour montrer aux actionnaires qu'on accompagne ce moment difficile. Pour autant, il y a une certaine confiance dans le retour à la norme, puisqu'on voit que le taux de distribution des dividendes a été assez large, à hauteur de 58%. Il est intéressant de noter aussi qu'une partie des dividendes proviennent d'un périmètre qui n'est pas ISO,
avec finalement des cessions d'activités ou des récupérations de dividendes d'activités autres. Donc finalement, on accompagne cette difficulté de la croissance, mais de façon un tout petit peu biaisée. Deuxième exemple, Unibail Westfield. Donc vous avez un exemple en face de CNIT avec un centre commercial. Donc les centres commerciaux, lorsqu'ils sont fermés en cas de crise de Covid, ça pose évidemment un problème. Une année très difficile, et encore une fois, là on est sur 2021, 2020 a dû être encore plus dramatique, à moins 1,5%, et des moyennes nettes qui ont continué de baisser. Et évidemment, c'est l'impact direct de la crise de la Covid. Ici, on a une société qui a eu une stratégie finalement à moyen terme et qui, dès 2020, suspend les versements de dividendes pendant 3 années d'affilée. Donc une déclaration très forte de la gouvernance. Pas de versement de dividendes en 2020, 2021 et 2022. Cette mesure a été annoncée dès 2021, elle a été reconfirmée en 2022 dans un objectif très clair, finalement, de protection du moyen terme et de la trésorerie. Il n'en demeure pas moins qu'à fin décembre, il y avait 11 milliards d'euros en cash et en facilité qui permettent probablement d'aborder l'avenir de façon un petit peu plus sécure, mais encore une fois dans un contexte économique assez incertain. Pour autant, la question a été posée à l'année 2022 et la réponse est assez intéressante. Réponse du directeur général, le groupe suivra les 4 parties du plan de désendettement, dont la suspension du versement de dividendes fait partie. Donc aussi une capacité de la gouvernance à garder un point de vue extrêmement ferme pour accompagner ce contexte assez incertain. Et donc, quelque part, une redistribution un petit peu plus juste du partage de la valeur, de façon à ne pas mettre à risque la société à travers ses actionnaires. Troisième et dernier exemple qu'on a trouvé très intéressant, dans quelle mesure une société utilise le versement de dividendes pour investir dans la R&D et garder sa compétitivité. C'est le cas de Dassault Systèmes, avec un dividende qui a été réduit d'un tiers, enfin des 2 tiers, pardon, un vote qui a été validé très aisément, des rémunérations par ailleurs, comme par hasard, qui ont été votées sans aucune main levée contre, un exercice pourtant en croissance, donc ça montre aussi cette capacité à finalement anticiper et justement vouloir redistribuer de façon un petit peu plus équitable cette valeur. Et en plus, ça s'accompagne d'un changement de gouvernance totalement fluide, avec une nouvelle présidence actée pour janvier 2023. Le tout dans une démarche finalement de développement durable extrêmement affirmée. Bernard Charles, qui est le futur président, déclare réinvestir et avoir confiance dans la technologie de ce qu'il a appelé les jumeaux numériques. Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie qui va permettre de réduire de façon significative les émissions de CO2 et donc un levier considérable sur ce qui est l'essence même de la société Dassault, à savoir les infrastructures et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme par hasard, cette société qui, quelque part pour nous, est le meilleur exemple de l'utilisation du versement des dividendes comme un levier de juste partage de la valeur, a mis en place, quasiment au même moment, sa première offre internationale d'actionnariat de salariés, qui a reçu un écho extrêmement positif avec 55% des salariés éligibles, ce qui évidemment nous amène, après la rémunération des dirigeants puis des actionnaires, à la troisième partie prenante extrêmement importante dans notre exposé, à savoir l'actionnariat salarié. Je passe la parole à Marie-Elisabeth. Merci. Donc, nous avons parlé du partage de la valeur au niveau entreprise, au niveau de la rémunération des dirigeants et au niveau de l'actionnaire. Maintenant, on va se focaliser effectivement sur les salariés et une notion qui apparaît de plus en plus, la notion de dividende salarié. Alors, quand on parle dividende salarié, on entend le mot dividende, donc on entend actionnariat salarié. Donc, effectivement, l'actionnariat salarié s'est vraiment développé dans une logique de passage d'une notion de performance pour les dirigeants et les cadres supérieurs vers un actionnariat pour tous. Effectivement, l'exemple de Dassault en est un, mais ce n'est pas le seul. Il y a eu énormément de plans d'actionnariat salarié qui ont été définis en 2022. Par exemple, le groupe Kering avec son premier plan d'actionnariat salarié, mais aussi L'Oréal qui en était déjà son 3e. Et la Société Générale, alors ce n'est pas un plan d'actionnariat salarié, mais c'était une augmentation de capital réservée aux salariés. Donc tous ces éléments, c'est un élargissement de l'actionnariat vers les salariés et les salariés avec une logique pour tous, pas uniquement les cadres et les dirigeants. Alors, au-delà du partage de la valeur, l'idée c'est aussi une source de motivation.
une source d'attraction et de rétention effectivement des salariés au niveau des différents groupes. Et derrière, il y a aussi une volonté qui est un peu au-delà effectivement de l'entreprise, qui est d'aider en particulier en France cette notion d'actionnariat, qui est l'actionnariat individuel, qui pêche. La France est un des pays qui a le moins d'actionnariat individuel, et l'idée de mettre des salariés à contribution à travers l'actionnariat pour tous et l'actionnariat salarié étant moins risqué grâce à des décotes, etc., fait qu'on a une possibilité d'augmenter la culture, on va dire, financière boursière au niveau français. Sur ce point, je vous engage à lire le livre blanc Développement l'actionnariat pour tous et pour toutes, et de regarder l'étude qui est assez amusante de Viviane sur les étudiants de l'ESSEC, donc leur vision de la bourse et leur vision de la partie financière avant et après en fait des cours. Alors, on parle d'actionnariat salarié, mais en fait, dans le partage de la valeur, il y a des outils qui existent et qui existent depuis très longtemps, qui sont en fait la participation et l'intéressement. Participation en 1959, intéressement en 1967. Ces deux outils, dès le départ, ça avait pour volonté de réconcilier les salariés et le capital. Ça a été toujours l'idée de ces outils. Et aussi, au-delà de ça, d'avoir une incitation vers l'épargne salariale et de plus en plus vers une épargne salariale, on va dire, de finances durables, avec les fonds ISR et les fonds solidaires. Et cette partie-là est vraiment quelque chose qui s'est développé de manière assez forte, puisqu'on peut constater au niveau des chiffres que l'augmentation en fait, de cette épargne salariale vers les fonds ISR et vers les fonds solidaires a une croissance plus élevée, et qu'aujourd'hui, 1 euro sur 3 est déposé sur ces fonds-là, hors actionnariat salarié. Donc c'est vraiment une incitation très forte vers la finance durable. Donc ces éléments-là font que ces outils, bien développés en France, ont encore des éléments qui sont, on va dire, sectoriels et qui sont différents entre une grande entreprise, une PME, une TPE, et qui a encore des possibilités de développer ces outils de manière assez forte au-delà des grandes entreprises, vers les PME, vers les TPE, avec des outils de simplification, on va dire, et aussi, comme ça, de promouvoir l'épargne salariale vers la finance durable, puisque c'est un point très fort des fonds, des FCPE, c'est cette notion de développement sur les fonds ISR et solidaires. Donc si on regarde le partage de la valeur, excusez-moi, vous avez une notion historique de ce partage de la valeur entre l'entreprise, donc assurer sa pérennité, le dirigeant assurer sa motivation, les actionnaires c'est récompenser le risque, et les salariés c'est attirer et retenir. Donc ça c'est des notions qui sont en fait historiques au niveau du partage de la valeur, qui existent depuis toujours. Et on voit que de plus en plus la société entre en ligne de compte dans ce partage de la valeur, et chaque partie prenante va en fait prendre une part de cet impact société, de cet impact sociétal. L'entreprise, ça va être dans des notions d'investissement pour sa santé de transition, son changement de modèle. Le dirigeant, c'est sa rémunération, on l'a vu, sur les critères extra-financiers et effectivement la notion de salaire décent. Les actionnaires, c'est des choix qui vont être différents et qui vont être des engagements et des votes lors des AG. Et évidemment, les salariés, c'est des choix sur la finance durable vers des fonds ISR ou des fonds solidaires. Alors en France, on a tendance à être pessimiste, et nous on a voulu terminer avec une note très optimiste. Il y en a qui le font déjà, en syndicat 40, et on espère qu'il y en a encore plus qui vont le faire. Et on a souhaité mettre en lumière l'exemple de Bouygues. Tout d'abord, il y a une scission des responsabilités entre le conseil d'administration, la présidence du conseil d'administration et la direction opérationnelle en 2021. L'actionnariat salarié existe et depuis longtemps, il fait partie du pacte originel social de l'entreprise, et Francis Bouygues disait lui-même l'entreprise d'avant tout une aventure humaine. Pour motiver ses collaborateurs, il est décisif de partager avec eux une partie de la valeur créée. Donc ce plan d'actionnariat salarial existe depuis 1969. Et lorsque Martin Bouygues prend la succession, dès sa nomination, il travaille sur l'accélération de cet actionnariat salarié qui passe de 3 à 19% aujourd'hui.
Donc ça permet de positionner Bouygues comme un précurseur en matière d'actionnariat salarié. C'est la première entreprise du CAC 40 pour l'importance de cet actionnariat. Les collaborateurs représentent de ce fait le deuxième actionnaire avec près de 26% des voix. Et surtout, ils ont accéléré l'investissement dans les fonds solidaires et ISR avec 7 véhicules différents. Et on voit dans ce petit tableau récapitulatif qu'il y a un versement de dividendes, tant mieux, et si la société va bien et qu'elle peut en verser, on est tous ravis. Il y a un ratio d'équité, on l'a cité tout à l'heure, qui est assez exemplaire en deçà de la moyenne de 50. Il y a une rémunération du dirigeant qui, somme toute, est alignée avec la moyenne et n'est pas du tout dans le hors norme et les abus qu'on a pu citer précédemment. Un intéressement salarié qui est exemplaire puisqu'il correspond à 90% des salariés. Et surtout, cette accélération qu'on souhaitait mettre en avant sur de l'investissement sur des fonds solidaires. Donc un exemple parmi tant d'autres, et on espère qu'il y en aura beaucoup plus en 2023. Alors on va faire un petit jeu, juste pour finir. Vous avez 2 phrases ici, qui correspondent en fait à 2 citations. Je vais vous demander d'essayer de me trouver qui a dit ces citations. Donc premièrement, maximiser le profit et l'unique raison d'être d'une entreprise. On a un micro à disposition pour celles qui veulent tenter ou ceux qui veulent tenter leur chance. Non, c'est beaucoup plus récent. Hein. C'est un CEO. Enfin, un ancien. Warren Buffett. Non plus. Exilé. Non plus. Exilé. Carlos Ghosn. Deuxième phrase. La Terre est désormais notre seul actionnaire. Oui, bravo. Bravo. Voilà, donc 2 visions et on va finir dessus. On va passer à la présentation du deuxième groupe. Un peu plus d'un, ça n'est pas en panne, c'est nécessité d'un petit switch pour la présentation de slide. Je ne refais pas le coup, le comité de répétition est parfois un peu stressant. Alors elles ont décidé, vous êtes si nombreuses à parler. Oui. Bon. Alors elles ont décidé de venir en groupe. Voilà. Ça arrive. Je vais leur laisser du coup un maximum de micros pour qu'elles arrivent à gérer. Elle travaille en même temps. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de pouvoir vous présenter cette deuxième partie du travail d'équipe. Et nous allons passer effectivement sur la question et la raison d'être. Avec 3 parties, on va aussi commencer avec un petit quiz pour vous mettre en état d'éveil. Et puis ensuite partager le fond du sujet avec vous, avec quelques exemples de façon assez synthétique. Et donner ensuite quelques exemples d'entreprises, un exemple d'entreprise à mission, et aussi partager sur des raisons d'être d'entreprise. Donc sans plus tarder, on ne va pas vous demander de dessiner un mouton, mais de vous donner des pistes pour trouver des raisons d'être. Alors je vais vous montrer des raisons d'être et vous proposer des sociétés, et à vous de répondre, parler assez fort parce qu'on ne pourra pas passer le microphone. Alors la première raison d'être, créer un monde plus convivial, un monde sans excès. Alors je vous propose 3 entreprises, la Française des Jeux, LVMH et Pernod Ricard. J'entends Pernod Ricard, d'autres? Française des Jeux. Ah oui, non. Mais c'est un peu vague quand même. Ça, c'était la bonne réponse. On passe à la prochaine. Fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus propre. Alors, nous avons Veolia, EDF et Total Energy. J'entends EDF ici, mais j'ai aussi entendu Total. Alors, la réponse, Total Energy. Tout ça pour vous dire que c'est quand même des raisons d'être un peu vagues. Donc, ce sont des raisons d'être qui peuvent être un peu vagues, en effet. On s'est demandé, et finalement, comment on est venu de la RSE à la raison d'être. Au début, il y a la RSE. La RSE, un concept, et l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales
dans les relations avec les parties prenantes. Un concept est volontaire. Ce qui fait qu'on en arrive à la raison d'être, c'est la loi Pacte et la volonté politique de changer l'objet social d'une entreprise en lui conférant une responsabilité. Bruno Le Maire parlait dans son discours de « nous voulons un capitalisme qui ait du sens, un néo-capitalisme ». Et la loi Pacte est écrite et la société change d'objet social. La société est gérée dans l'intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les statuts peuvent préciser une raison d'être qui est constituée de principes dont la société se dote et pour le respect duquel elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, la loi Pacte inscrit cette possibilité de raison d'être et élargit l'objet social d'une société qui devient collectif. Pour les enjeux et les principes, les critères ne sont pas très précisément définis. Du coup, adopter une raison d'être pour une société, c'est plus une profession de foi, une acceptation par les entreprises du nouveau rôle qui leur est dévolu. En cas de problème, par contre, il faudra apporter la preuve des moyens mis en œuvre. Et en cela, c'est tout de même plus qu'une profession de foi, puisque c'est engagé. Alors, on a beaucoup parlé de RSE et de raison d'être ce soir, mais pour en parler, il y a bien évidemment les ODD, qui sont quand même la boussole de la RSE, donc ODD, Objectifs de développement durable, Sustainable Goals Development, Goals. Alors, qu'est-ce que c'est les ODD? C'est un système d'un référentiel qui a été mis en place par l'ONU en 2015, qui est ratifié par 169 pays et qui pose les bases d'une restructuration du monde pour accompagner la transformation, donc sur les 17 ODD qui couvrent évidemment l'environnement, le sociétal et la gouvernance. Alors, au hasard, le 4, qui est l'égalité des chances, le 5, l'égalité des chances, comment on peut faire pour faire bouger les lignes et faire en sorte que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes existe. Et en fait, on s'aperçoit que les objectifs de développement durable se basent sur les 5 P. Donc la pauvreté, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. C'est vraiment la base pour continuer à parler sur la RSE et la raison d'être et tout ce qui nous a mis ce soir. Alors, la raison d'être, est-ce que c'est une réelle opportunité pour les entreprises? Alors, en fait, il y a 5 points importants qu'il faut retenir. D'abord, c'est une zone stratégique qui modifie la nature de l'activité économique d'une entreprise. Ensuite, la raison d'être pose la question de la création de valeur. C'est le contrepoids à la prise en considération des critères financiers. C'est une repriorisation de la feuille de route de l'entreprise à court, moyen et long terme. Ensuite, l'inscription dans les statuts, donc l'inscription facultative dans les statuts, a une portée normative et qui nous interroge en fait pour savoir quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour respecter cette raison d'être dans les statuts. C'est ensuite un facteur de confiance et de mobilisation à la fois pour les équipes et les parties prenantes, mais avec un risque réputationnel accru. Et enfin, ça nous montre qu'il faut une formation en fait, vraiment nécessaire des conseils et que cela a un fort impact pour les PME. Donc là, il y a seulement dans certaines ombres en fait qui restent et un certain flou. On se pose des questions. Quel est le lien réel entre la RSE et la raison d'être? Autre question, c'est une obligation de moyens. Est-ce que finalement, c'est suffisant? Et il y a là aussi la question du suivi et de l'évaluation. Quels sont les KPI? On a besoin de création d'outils pour mesurer concrètement les KPI de raison d'être. Donc, quels sont-ils? Ensuite, le fait d'avoir une simple déclaration hors statut, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas juste du marketing? Et à contrario, le fait d'avoir une raison d'être dans les statuts, quels en sont les points? Cela entraîne des conséquences juridiques importantes. Et ensuite, on va voir qu'il y aura un rôle important de la jurisprudence
à venir sur ces questions. Alors le constat, sur la prochaine slide, on voit que finalement, il y a près de la moitié des entreprises du SBF 120 qui ne formalisent pas encore une raison d'être, 6 sociétés sur 10 en formalisent une, et 8% des entreprises du SBF 120 l'intègrent dans ses statuts. Et aujourd'hui, il y a une seule société à mission. Donc, il y a trois critères, en fait, conditions pour qu'une société soit à mission. Il faut une raison d'être qui doit être précisée dans les statuts. Il faut un comité de mission et une exécution des objectifs RSE qui soient vérifiés par un organisme tiers indépendant. Et on verra un exemple concret tout à l'heure. Un certain nombre d'acteurs engagés ont élaboré une grille de questionnement pour qualifier la performance des raisons d'être. On trouve parmi ces critères la singularité, la mobilisation des parties prenantes, l'alignement avec le business model, la contribution sociétale et l'ambition d'innovation. Alors, on a choisi de vous parler de KPMG comme Studicess. Alors, on va d'abord voir 4 points, le contexte, la stratégie, la raison d'être et la gouvernance. Alors, pourquoi KPMG? KPMG, juste un bref insight, KPMG fait partie des Big Four. Les métiers qu'ils couvrent, c'est l'audit, l'advisory, les avocats et l'expert comptable. Alors, pourquoi KPMG? Parce que KPMG est passé entreprise à mission le 11 mai dernier. Donc, c'est une vraie révolution, le cabinet est en pleine transformation et il s'est donc doté d'une raison d'être, que je vais vous lire, qui est en fait en bleu dans la slide. Au cœur de l'économie des territoires de la société, nous œuvrons et innovons avec passion pour bâtir la confiance, avec performance et responsabilité, faire grandir les talents. Donc, entreprise à mission le 11 mai, raison d'être que je viens de vous lire. Et donc, KPMG a donc rejoint les 571 sociétés à mission que compte la France et a basé sa stratégie sur les 5 piliers. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des ODD, qui étaient basés aussi sur les 5 piliers. On retrouve chez KPMG les 5 piliers qui sont People, Planète, Prospérité, Gouvernance et Engagement citoyen. Donc, il y a vraiment une cohésion entre les ODD et le plan stratégique Ensemble 2025 pour KPMG France, qui va permettre de répondre aux enjeux environnementaux, de société et de gouvernance, qui sont les enjeux actuels que notre société, la société avec un grand S, fait face. Alors, la raison d'être, on l'a élaborée en fonction de la grille de Féli, que Sandrine vient de nous parler, sur les 5 points, la singularité, la mobilisation des parties prenantes, l'alignement avec le business model, la contribution et sociétale et l'ambition d'innovation. Donc, la raison d'être a pour vocation d'évoluer. Donc, évidemment, il n'y a pas 4 étoiles dans chaque case, dans chaque évaluation. Ce qui est normal parce qu'on n'en est qu'au début et donc elle a vocation à aussi être revue, être corrigée et évoluer avec le temps, avec les premiers résultats des KPIs qui vont être mis en place. Alors la gouvernance, pour l'instant, on se cherche entre guillemets. Il y a bien évidemment Marie Guillemot qui est notre présidente, qui chapeaute évidemment toute la gouvernance de ce nouveau plan stratégique et qui a décidé de mettre en place 2 comités. Donc le comité KPMG for Good qui vérifie, qui définit les objectifs de la RSE du groupe et le comité NextGen. Alors juste rapidement, le comité NextGen a été mis en place comme l'équivalent du COMEX mais pour les jeunes générations. Donc en fait, c'est des juniors qui sont élus pour 1 an et qui ont les mêmes problématiques entre guillemets que le COMEX. Et le but, c'est d'arriver à créer un comité de mission. Et comme il y a 5 mois, c'est encore dans les tuyaux. Et bien évidemment, on est sur les 3 raisons qui ont été citées tout à l'heure, à savoir la définition de la raison d'être, un ETI et des objectifs RSE qui sont déterminés et qui sont prêts à être déployés évidemment et surtout mesurés.
Donc voilà pour le cas KPMG. Donc pour finir, on voudrait vous montrer deux bonnes pratiques, en tout cas ce qui nous a semblé être deux bonnes pratiques au sein du CAC 40. Donc la première, c'est Hermès. Je vais vous lire sa raison d'être. L'esprit d'entreprendre conjuguant liberté, création, innovation, préservation et transmission de savoir-faire d'exception. L'esprit d'entreprendre selon Hermès façonne une maison artisanale et indépendante unique. Donc, comme vous pouvez le voir, la raison est assez précise, elle est bien documentée, et surtout quand on va derrière, quand on essaie de comprendre ce qu'ils font vraiment derrière cette belle raison d'être, on s'aperçoit que ce sont vraiment, la RSE est vraiment ancrée dans l'histoire de la marque. Depuis toujours, ils ont essayé de créer des produits pour durer, et donc la durabilité, c'est quelque chose qui est une évidence pour eux. Et bon, aujourd'hui, ils travaillent plutôt sur l'éco-conception. Ils ont aussi fait un choix très fort de produire uniquement en France, donc ils ont un ancrage territorial extrêmement important et ils se battent dans les territoires où leurs usines de production sont. Et dernière chose, ils ont très à cœur la transmission de leur savoir-faire artisanal, donc ils ont un lien très fort avec leurs employés. Donc ça c'était pour la première. La deuxième c'est Silor. La raison d'être, c'est notre raison d'être est d'aider chacun à mieux voir et mieux être. Nos innovations corrigent, protègent et subliment la beauté des yeux, nos organes sensoriels les plus précieux. Et Silor Luxottica rassemble une expertise inégalée dans la conception des verres et la fabrication de lunettes, un portefeuille de marques plébiscité et un réseau de distribution internationale. Grâce à cette combinaison unique, nous aidons les milliards de personnes dans le monde à apprendre, à travailler, à se révéler et à réaliser leur plein potentiel. Donc là aussi, on a une raison d'être qui est bien décrite, qui est assez complète, qui coche toutes les cases définies par la grille d'évaluation. Et au-delà de ça, Estilor a récemment mis en place son nouveau programme RSE en 2021 qui s'appelle Eyes on the Planet et qui est focalisé sur la décarbonation de la chaîne de valeur, y compris le scope 3, donc intégrant les fournisseurs, la circularité, avec notamment beaucoup d'innovation et un travail non seulement avec leurs fournisseurs, mais aussi avec leurs pairs, leurs concurrents. Et un troisième programme qui s'appelle Eyes on the Side, qui est vraiment un programme d'accès aux lunettes pour tous, avec l'ambition de faire éliminer la mauvaise vue en une génération. Voilà, donc ça me semblait être deux exemples intéressants pour finir sur une touche très positive. Et en conclusion, vous voyez les RSE, la raison d'être d'entreprise, c'est un sujet extrêmement riche, qui est en plein développement. Et je pense qu'on a été toutes marquées par la richesse, et c'est un peu Liliane aussi de faire travailler dessus, la richesse de ce sujet-là. Il y a beaucoup de terrain encore à défricher, c'est en plein développement. La loi Pacte a amené un cadre juridique, mais on sent bien qu'il y a des tâtonnements, il y a des entreprises à mission qui se créent, les CAC 40 qui va doucement. On sait très bien que la notion des jurisprudences à venir sur des potentielles actions pour donner certaines orientations, on voit bien que les entreprises vertueuses, le rôle des activistes, des différentes parties prenantes accélère un certain nombre de conversations et d'interpellations, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit dans les services de santé générale. Forcément, quand on lit ça à notre cursus, en tant que formation pour devenir administratrice, on sait qu'il y a un rôle majeur des conseils aujourd'hui et demain pour faire bouger les lignes, et que la gouvernance doit évoluer, la formation des conseils doit évoluer pour permettre de vraiment intégrer et d'enrichir toutes les discussions, les conversations sur les conseils sur ces sujets de RSE et de raison d'être. Et pour conclure, en guise d'hommage aussi au programme qui a été fait, j'ai repris une petite carte, donc Armel de mention qui nous a accompagnés, qui nous a accompagnés pendant ce format, nous a proposé de choisir une carte. Vous voulez pouvoir porter, j'ai ressorti cette petite carte pour ce soir, parce que je pense qu'elle symbolise assez bien ce que nous allons pouvoir être, nous, Promo 14, au sein des futurs conseils d'administration, j'espère. C'est soigner le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et je pense que c'est un peu la mission que nous pouvons vous donner. Pour les alumni et pour celles qui nous rejoindront, vous voyez qu'on travaille beaucoup. On a choisi à chaque fois 2 exemples, mais en fait, pour les choisir, elles ont eu la dernière de toutes 40, avec des documents dans le drive, etc. Voilà. Mais il y a des fun quand même. Voilà. J'espère que c'est aussi un travail dans une bonne ambiance,
que ça crée un réseau au sens vertueux du terme, c'est-à-dire des gens qui ont confiance en elles, qui vont continuer à se voir. Je dirais un mot au moment de l'arrivée des certificats sur le fait que l'aventure ne se termine plus jamais, elle ne sort plus jamais de notre piège. Il est temps pour moi d'accueillir notre députée. Je dis notre parce que j'ai un grand attachement à cette personne, à ce qu'elle a fait, la Loire-Exin, à son combat politique, qui fait donc l'honneur et l'amitié à la promo 14 d'être leur marraine. Elle les a déjà rencontrés dans un environnement un peu privé tout à l'heure et a proposé de le refaire très gentiment. Elle va vous dire quelques mots et je vais juste vous montrer, pour continuer ma private joke sur les slides, je vais vous montrer quelque chose que en fait je ne vais pas projeter parce que je voudrais justement qu'on soit concentré sur elle et ce qu'elle a à vous dire et vous transmettre. Mais vous aurez les slides, donc vous aurez vous le fait pour rien parce que c'est jamais pour rien. Voilà. On a parlé des second roles tout à l'heure. J'ai la chance d'avoir des associés parce que j'ai l'âge d'avoir des copains qui sont associés parce qu'ils ont un certain âge. On parlait de l'âge tout à l'heure, dans des grands cabinets de recrutement. Et il y a Russell Reynolds qui cette année a fait un travail super intéressant sur la composition des boards, l'effet de la Loire-Exin. Il m'avait autorisé, donc vous l'aurez. Et vous ne diffusez pas ce truc-là parce que ça ne l'a diffusé encore, c'est un document un peu confidentiel qui ne donne qu'à la donc ça c'était juste la joke. Ça c'était comment est-ce qu'on arrive à prendre la parole dans un environnement masculin. Voilà, je vous montre juste. Et donc, voilà, il y a tout un travail de Russell Reynolds. À partir de la Loire-Exin, ils ont mesuré les progressions du CAC 40 en termes de COMEX CODIR, mais aussi en termes de compétences. Autrement dit, on reprend la problématique qu'on évoquait, que vous évoquiez tout à l'heure, Anne-Marie et Aminata. Donc, j'ai fait 5 slides d'une présentation qui faisait 60, et je vais remonter, si je ne vais pas remonter jusqu'au je vais remonter à ma slide de présentation de la marraine qui était en tout début, et que j'ai dans le stress totalement zappé. Mais voilà, on reprend les choses là où elles devaient être. Voilà, avec une présentation de Marie-Pierre Rixin dans ce très beau site de l'Assemblée nationale. Et je vais vous appeler Marie-Pierre si vous voulez. Et du coup, c'est sans slide, comme ça on se concentre sur la personne et son discours, et c'est très bien. Merci. Chère Viviane, chères toutes, d'abord, merci de m'avoir proposé d'être la marraine de cette promotion, de cette belle promotion. Et en effet, nous avons l'occasion d'échanger tout à l'heure, et je suis sûre que c'est également un premier jour de rencontre, et je suis certaine qu'il y en aura beaucoup d'autres, et que nous aurons l'occasion d'échanger sur nos parcours. Merci également, Viviane, de faire briller tous ces parcours à travers votre engagement, et puis d'avoir accompagné également le texte trop près de passionnément. Je sais qu'il y a un écho. Et donc, merci beaucoup parce que effectivement votre travail est précurseur, Viviane, et que vous avez su également nous accompagner, et m'accompagner en particulier, nous soutenir. Et donc, on sait à quel point tout cela est précieux. Et merci à vous toutes également d'être là, déterminés à participer activement à la gouvernance et à la direction des entreprises. C'est bien de faire des lois, c'est encore mieux de faire en sorte qu'elles soient incarnées. Il va falloir l'implémenter, cette loi, et vous êtes la force, la main de l'implémentation de ce texte, et donc merci beaucoup. En me proposant d'être votre marraine, je crois que Viviane souhaitait que je puisse également peut-être partager mon parcours, vous proposer également peut-être le chemin qui a été le mieux pour proposer effectivement un texte qui vise à un partage réel
du pouvoir économique, parce que c'est bien là finalement l'enjeu qui est le nôtre, d'un partage entre les femmes et les hommes. Et comme vous l'écrivez, Viviane, eh bien, dans votre étude sur le pas de côté des dirigeantes, d'interpeller le système sur la nécessité de se transformer, parce qu'en effet, comme on le disait tout à l'heure, la plupart du temps, ce sont des règles qui ont été faites par des hommes pour des hommes. Et donc aujourd'hui, il faut changer un certain nombre de règles. Il faut que les entreprises n'ayons pas pour les mots féministes. Le président Emmanuel Macron, qui donc a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes, là, en cours de ces 2 quinquennats, il faut bien dire, a créé un momentum qui a été favorable et a permis d'accélérer la marche de l'histoire en permettant effectivement, en me permettant notamment de déposer donc une proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Et en janvier 2021, et Viviane en est témoin puisqu'elle a été de ces forces qui ont permis d'évaluer cela, nous avons eu un élément déclencheur qui était les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Vous le savez, c'est pas vous que je vais l'apprendre, qui impose en effet des quotas du sexe le moins représenté donc, dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises. Et donc à cette occasion, l'occasion de ce colloque, une fois auquel Viviane a eu l'amabilité et la gentillesse de bien pouvoir participer, eh bien, j'ai observé un consensus. Le consensus était absolument unanime. Le fait est que la loi Copé-Zimmermann, en effet, était révolutionnaire, puisqu'elle avait ouvert la voie à l'instauration d'une logique contraignante. Rappelez-vous les débats qu'il y avait eu lors de la loi Copé-Zimmermann sur le principe même du quota. Eh bien, montrer en effet que cela avait eu des résultats très convaincants, puisque la France, effectivement, est le premier pays dans le monde en matière de quotas dans les conseils d'administration. Et finalement, comme le dit assez brillamment Lagarde, eh bien, quand les entreprises ont des quotas, elles trouvent des femmes. Quand les entreprises n'ont pas de quotas, elles se trouvent des excuses. Donc finalement, on voyait bien de manière unanime que, il fallait aller plus loin, parce que ce que l'on avait promis à la région Zimmermann en 2011, c'est-à-dire le ruissellement sur les conseils de direction et les comités exécutifs, eh bien effectivement, ne s'était pas produit. Il n'y avait pas eu d'évolution conséquente. Et donc, en effet, il fallait aller plus loin en mettant en place également dans les instances de gouvernance économique et de comité CODIR-COMEX, des quotas. Donc il faut bien dire que la loi des Copé-Zimmermann était une loi totalement inédite à l'échelle mondiale, et que quand on regarde lucidement tout cela, cela a fonctionné. Alors à la différence près que moi je dis souvent que la loi Copé-Zimmermann, c'est un escalier extérieur. C'est un escalier extérieur parce que vous l'avez vu, le recrutement dans les conseils d'administration est un recrutement extérieur à l'entreprise. Donc même si en effet il y a, je n'en doute pas, eu quand même un certain nombre de forces peut-être conservatrices à l'intérieur des entreprises, mais ça n'était pas si difficile, en tout cas d'un point de vue opérationnel, de mettre en place cette loi, d'autant plus qu'elle laissait un laps de temps conséquent pour le faire. En revanche, toucher au CODIR et au COMEX, aux instances de direction, aux instances dirigeantes, c'est toucher à l'essence même de ce qu'est le plafond de verre, et donc à toucher à cet escalier intérieur pour permettre aux femmes de gravir les échelons et de pouvoir en fait, intégrer des conseils de direction et des COMEX, parce qu'il n'y avait aucune raison que dans des instances, dans des entreprises dans lesquelles il y a des fortes de féminisation, notamment parmi les managers, qu'on ne voit pas mécaniquement la féminisation des COMEX et des CODIR. Et donc les explications, notamment l'une des explications, était la même finalement que celle des conseils d'administration. Vous avez cité chacune d'entre vous ces éléments qui étaient cette forme d'entre-soi que connaissaient les conseils d'administration avant la loi Copé-Zimmermann. Et il faut bien dire que les CODIR et les COMEX ont également une forme d'entre-soi, parce qu'évidemment, et je peux très bien comprendre, c'est très dérangeant, c'est presque très. Ça n'est pas finalement, c'est très dérangeant que de vouloir imaginer d'autres perspectives et d'autres modèles de fonctionnement, d'autant plus lorsque finalement une entreprise est en croissance.
Donc c'est vrai qu'on a touché là au cœur même des réacteurs du pouvoir économique dans l'entreprise. Ceci étant dit, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'égalité économique trouve ses racines au-delà de la question des entreprises. Les filles, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, reçoivent en moyenne 12,5% d'argent de poche de moins que les garçons. Rappelons que les femmes entrepreneurs ont 30% de moins de chances que les hommes d'être financées. Rappelons que seules 3 femmes dirigent une entreprise du CAC 40. Rappelons ces 22% d'écart de rémunération globale entre les femmes et les hommes. Et puis, rappelons également que, autant durant leurs études, au cours de leur carrière, elles subissent également la force d'un certain nombre de stéréotypes sociaux. Donc cette loi avait vocation à revoir l'autonomie économique et financière entre les femmes et les hommes. Je rappelle rapidement les éléments, de faire en sorte que le revenu du travail et de la solidarité nationale soit versé obligatoirement sur un compte dont la personne est titulaire ou co-titulaire, éviter les captations de revenus, faire en sorte également, notamment que pour les parents solos, il y ait une facilité de trouver des places en crèche et de faire en sorte également que les femmes puissent plus facilement être formées sur les métiers en construction. L'éducation, évidemment, c'est bien, je mesure l'importance que c'est de dire ça ici, alors même que Viviane travaille si activement, si fortement, notamment à la gender equality ici à l'ESSEC, mais l'éducation évidemment joue un rôle important et on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc il fallait également faire en sorte que dans un monde qui est transformé par les nouvelles technologies, par les mathématiques, par le numérique, de faire également des formations, un levier essentiel, des nouvelles perspectives professionnelles dont les femmes ne doivent pas être exclues. Et puis, donc, nous avons également renforcé, dans le cadre de cette loi, un outil que vous connaissez bien et qui fonctionne. C'est l'outil de l'index de l'égalité professionnelle. Donc, je vous rappelle juste que cet outil, c'est 5 indicateurs. Qu'en général, les entreprises, lorsqu'elles ont 85%, sont contentes. Donc, tout va bien. On a 85%, donc ce n'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin. Or, 85%, ça n'est pas nécessairement un très bon score, parce que généralement, ce score-là s'explique par 2 mauvais scores sur les 5 indicateurs qui composent cet index, à savoir notamment la question des primes au retour de congé maternité, et puis évidemment, vous l'aurez deviné, la place des femmes parmi les postes les mieux rémunérés dans l'entreprise, qui font de perdre la place des femmes dans les instances de direction. Et donc, on a fait en sorte de rendre maintenant, donc à partir de 2023, le 1er mars 2023, obligatoire la publication des 5 indicateurs. De manière à ce que les entreprises ne se satisfassent pas uniquement de ce très bon score, parfois vous connaissez, mais qu'il y ait bien cette publication des 5 indicateurs, et que notamment la question du retour de congé maternité, qui est encore un sujet pour les entreprises françaises, alors qu'elle n'est pas nécessairement dans d'autres contrées, et la question évidemment de la place des femmes dans les postes à responsabilité soit revue et soit transparente. Et puis, donc, l'article 14, en effet, prévoit des quotas de 30% en 2026 et de 40% en 2029 dans les instances dirigeantes des entreprises, dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Les instances dirigeantes, ça n'est pas un mot comme ça qui tombe du ciel. Les entreprises, je le redis parce que nous reviennent en ce moment des échos, où je me dis que c'est finalement peut-être la réalité. Les entreprises n'ont pas la main sur la définition de ces instances dirigeantes. Les entreprises ne vont pas se dire, tiens, moi je sais que les instances dirigeantes, eh bien, ça va être le comité de développement pour le comité stratégique. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons défini dans la loi les instances dirigeantes. Donc les instances dirigeantes, c'est vraiment cette entité qui accompagne la direction de l'entreprise dans la mise en place de la stratégie. Donc c'est particulièrement défini. Donc aujourd'hui, généralement, ce sont en effet les CODIR et les COMEX. Mais si certaines entreprises avaient des velléités
d'échappement, on peut le dire, et donc envisager peut-être de revoir, de se dire finalement l'instant de dirigeant c'était le comité de développement stratégique 2030, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, effectivement, il faut que ça soit vraiment cette instance-là qui prenne en charge la direction de l'entreprise et accompagne les dirigeants. Donc, les entreprises n'ont pas la main sur la définition de ce périmètre. D'abord, ça n'aurait pas été constitutionnel. Je le répète, c'est important, ce périmètre, il veut dire quelque chose. Donc, voilà. Ayez-le en tête. Et donc, pour des entreprises, en effet, je l'ai dit, de 1000 salariés, avec la possibilité pour les entreprises de publier, y compris lorsqu'elles ont moins de 1000 salariés, il n'y a pas de contrainte pour elles, mais elles pourront publier. Donc, depuis le 1er septembre, les entreprises doivent publier sur leurs outils de communication. À partir du 1er mars de l'année prochaine, elles devront publier sur les outils sur le site du ministère du Travail, en même temps que les indicateurs de l'index. Et ensuite, elles devront effectivement avoir 30% et 40%. Elles auront 2 ans pour se mettre en conformité, accompagnées par les services de l'État. Et ensuite, elles se verront infliger en effet une amende si cela n'était pas appliqué. Peut-être dire également que ce texte concerne également l'entrepreneuriat, et c'est important de le rappeler, parce que les femmes, évidemment, comme les hommes, ont la volonté d'innover, d'entreprendre, d'inventer les usages et les métiers de demain. Or, vous l'aurez noté, le Next40 ne compte aucune start-up dirigée par des femmes. Sur les 27 licornes françaises, une seule est mixte. Si je vous donne les chiffres de Sista, vous allez pas lire. Rappelons simplement que sur les levées de fonds de plus de 100 millions d'euros, il n'y a aucune femme. Rappelons peut-être également, concernant la Banque publique d'investissement, seuls 2% des entreprises portées par des femmes sont financées par la BPI. Donc il y a encore de la marge. Et donc raison pour laquelle nous avons également mis des quotas sur la BPI, qui devra maintenant avoir 30 à 40% de femmes dans ses comités d'investissement, qui ne pourra financer des entreprises, uniquement les entreprises qui respecteront l'index de l'égalité professionnelle, et doit dorénavant rendre public de l'argent les entreprises financées. Rappelons également que sur l'enseignement supérieur, j'en ai pas parlé, mais il y a un certain nombre d'obligations, notamment sur les comités des jurys maintenant des jurys de toute spécialité devront comporter 30% de femmes. On avait imposé également un certain nombre d'obligations à la commission des titres d'ingénieur, un certain nombre de dispositifs qui font le lien entre l'enseignement supérieur et le secondaire, de manière également à contraindre l'étape en amont. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont visées par les contraintes, que tout l'écosystème aujourd'hui doit se mettre en ordre de marche. Donc rappelons simplement que le texte effectivement a été adopté à l'unanimité, et je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a eu un fort consensus politique autour de ce texte, et qu'il a été effectivement promulgué le 24 décembre dernier. Peut-être vous dire également que, comme je le disais tout à l'heure, je suis très surprise que finalement il n'y ait pas plus d'interrogations lorsque l'on réfléchit à la production et à la création de valeur, que vous faisiez tout à l'heure, et de se dire que dans une économie, la création de valeur pourrait être faite par seulement la moitié de la population ou par seulement un genre. C'est fou, en fait. C'est fou de se dire qu'il n'y a pas plus de mobilisation. Et on connaît aujourd'hui, parce qu'elles ont été publiées, et je pense notamment à l'étude Human Matter de McKinsey, qui montre en effet une augmentation du PIB en France de 300 milliards par an et 2100 milliards à l'échelle de l'Europe. Donc on perçoit la force que cela aurait. Et puis, vous dire également
également que moi je suis absolument convaincue que la féminisation des équipes dirigeantes, c'est une opportunité évidemment pour les entreprises, mais c'est également un signal que l'on envoie aux jeunes filles qui seraient pas toutes convaincues de se diriger vers certains secteurs d'activité. Et lorsque l'on, dans des secteurs du BTP, des secteurs de l'industrie, on montre en fait à des jeunes filles des modèles de femmes qui ont des fonctions de direction, on leur envoie le signal que leur place est également dans ces secteurs. Donc c'était très important, je vous avoue qu'on m'a un petit peu invité à pondérer les quotas au regard de la féminisation des secteurs. Évidemment, j'y étais totalement opposée, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de permettre à donner un modèle, également des modèles de femmes dans les secteurs dits à dominante masculine. Et donc, je suis absolument convaincue que c'est essentiel évidemment pour les femmes et les jeunes filles, mais c'est essentiel également pour notre économie. Et je terminerai peut-être par cet exemple, mais lorsqu'on pense par exemple à l'agriculture, pour assurer notre souveraineté alimentaire dans notre pays d'ici 2030, il faudrait que nous installions chaque année 20 000 nouveaux agriculteurs ou agricultrices. Nous en installons 14 000, ce qui est beaucoup. Et 14 000, c'est déjà un bon chiffre pour les services de l'État, mais il en manque 6 000. Et on se creuse la tête pour essayer de trouver 6 000 nouveaux agriculteurs chaque année. Et moi, je suis assez convaincue que si on se disait que finalement, sur ces 6 000, on essayait absolument de trouver 2 000 femmes, 2 000 jeunes filles, et bien je suis sûre qu'on les trouverait, parce qu'évidemment, ça nécessite de la proactivité, du déterminisme, de la dentelle, de l'ingéniosité dans la manière d'inventer l'agriculture de demain. On a déjà quelqu'un comme André Rouleau qui le fait avec Hectare, par exemple. Et moi, je suis assez convaincue que tout cela va dans le bon sens, va dans le sens de notre économie et de notre équipe. Et parce qu'il y a quelques hommes ici dans la salle, en tout cas j'en vois au moins un, mais il y en a d'autres, et ça s'adresse à tout le monde. Et moi, je ne terminerai pas cela. Je suis absolument convaincue que tout cela va dans le sens d'un équilibre de notre société, de notre économie, que pour libérer et émanciper les femmes, il faut libérer et émanciper les hommes, et que tous les hommes n'ont pas forcément envie d'être des patelles familiales sur lesquelles repose l'essentiel de la création de valeur, et que certains d'entre vous ont peut-être envie d'avoir une autre vie, et donc il faut imaginer que tout cela va servir à la fois notre économie, mais notre société, parce qu'il faut que chacun trouve sa pleine place et retrouve surtout l'envie d'être soi, l'aventure d'être soi, comme le disait Simone de Beauvoir. Et l'aventure d'être soi, eh bien, c'est bien pour les femmes et également pour les hommes. Merci beaucoup. On a beaucoup travaillé, j'espère dans la bonne humeur, on a appris des choses, on a revu. Il est temps maintenant de célébrer la certification de ces 25 participantes de la promo 14, qu'on n'appelle plus promo 14, parce qu'elles ont auto-déclaré, et je suis d'accord, qu'elles s'appelleraient la promo Rixin. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va trouver, on va baptiser les promos en fonction des marraines. Marie-Pierre Rixin a gentiment accepté tout à l'heure. On s'est mis un motto aussi, un slogan. Ne rien s'interdire ou on ose tout, qu'est-ce que vous préférez? En tout cas, voilà, j'ai la joie de vous dire que vous êtes toutes certifiées après le beau parcours. Ça, c'est la slide d'Ancère. Merci, Léna, du travail que tu as fait. Et d'une manière générale, de l'organisation à laquelle tu contribues avec Maud, qui est là aussi. Et maintenant, c'est important. Alors, du coup, je passe vite, hein, vous les aurez, c'est promis. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que 2 par 2, en duo, vous puissiez recevoir vos certificats. Donc, je vais appeler Claire et Valérie.
Ok, Françoise. Et Catherine, vous avez fait à déplacer les certificats. Il va falloir l'aider. Béatrice et Hélène. Rachel et Isaline. Notre deuxième Béatrice, au début, on s'est un peu pris dans le tapis, mais on s'est plus avec. On a mixé. Ça fait partie des jokes quand on fait des vieux. Voilà. On voit tout, on n'a pas trop. Anne-Fleur et Nadège. Julie et Florence. Patricia et Sandrine. Emma et Marjorie. Cécile et Christine. Non, ça c'est. Ok, on a fait un relevé, on ne sait pas qui. Oui, c'est. On a oublié la. Alors, juste, on reprend. Clémence n'est pas là, elle est malade, donc je l'avais mis à la fin de la présentation pour lui faire un coucou. Sauf qu'apparemment, il y avait un petit loupé de. Je ne sais pas si c'est de slide, je reviens, c'est peut-être moi, parce que j'ai appliqué un peu vite. Ça fait partie des. Voilà. Et quel participant désolé pour le manipulation. Comme ça, je vous dis applaudissements pour la c'est moi avec ça. Et voilà, le plus important, en dehors du petit cocktail, parce que les droits de